Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve aujourd'hui à la fois pour mon haul et mon bilan lecture du mois de novembre 2023. Cette fois-ci encore, j'ai décidé de tout combiner ensemble. Déjà parce que la dernière fois, ça a l'air de vous avoir pas mal plu. Ensuite parce que même si j'ai pas mal lu et pas mal reçu, je pense que c'est faisable en une seule vidéo. Genre elle va pas durer normalement, j'espère, 40 piges. Et puis parce que, je sais pas, c'était plus fun, voilà. Donc let's go. Sachez que je me suis fait un petit thé parce que je me suis rendu compte que quand je tournais mes vidéos, parfois je parlais pendant 1 heure et je buvais pas du tout. Et quand je sortais de la vidéo, enfin, vous avez compris, quand j'arrêtais de tourner la vidéo, je sors pas de la vidéo, enfin bref. Et j'étais déshydratée et j'avais mal à la gorge et j'avais mal à la tête et c'est pas bien. La morale de cette histoire, c'est hydratez-vous. Voilà. Anyway, la psychorigide de l'organisation est de retour et j'ai fait donc des petites piles qui ont chacune un intitulé bien précis. Donc je vais d'abord vous montrer les services de presse que j'ai reçus mais que je n'ai pas encore lus, puis les services de presse que j'ai reçus et que j'ai lus entre temps, ou que j'avais déjà lus, enfin bref, je vous expliquerai, puis les achats que j'ai faits et que j'ai lus, puis les achats que j'ai faits et que je n'ai pas lus, et pour finir je vais vous montrer les livres que j'ai lus ce mois-ci mais que je n'avais pas forcément acheté ou reçu ce mois-ci. Enfin bref, je me rends compte en le disant que pourquoi te compliquer la vie à faire des catégories comme ça? Vraiment, je pense qu'il y a un truc dans mon cerveau, je peux pas m'empêcher de tout bien classifier comme ça là, alors qu'au fond on s'en fout. Mais voilà, ça me rassure, ça me permet surtout de vérifier que je n'ai pas oublié un livre en cours de route. Donc c'est parti. Comme je vous le disais donc, je vais commencer par les services de presse que j'ai reçus mais que je n'ai pas encore lus. Et le premier c'est... Alors, le premier c'est une difficulté, parce que je vais pas vous mentir, je suis grosse fan de la mythologie, grecque en particulier. Par contre, ce nom, je n'ai jamais réussi de ma life à le prononcer correctement. Ah puis ça aide pas qu'il soit découpé comme ça. Clytemnestre. On dirait que je fais une attaque, non? Je vous jure, on dirait que je le fais exprès, mais ce nom me fascine autant qu'il m'agace. En tout cas, j'ai reçu ce roman qui m'a été envoyé par les éditions J.C. Lattès et ils me l'ont proposé parce qu'ils savent que je suis très fan de la mythologie grecque. J'ai évidemment accepté parce que je suis très fan de la mythologie grecque. Et ça retrace du coup l'histoire de cette dame qui est un personnage de la mythologie grecque. Je pense que vous avez compris, le thème c'est un peu mythologie grecque. Et je le dis une dernière fois après on passe à autre chose. Ça parle donc de mythologie grecque et ça reprend l'histoire de cette reine. En gros, le résumé c'est: tu es né d'un roi mais tu as épousé un tyran, tu assistes impuissante au sacrifice qu'il fait de ton enfant, tu l'observes déclencher une guerre sanglante, tu joues ton rôle, mais patiemment, tu prépares ta vengeance. Pour rappel, Cli-Cli, je vais l'appeler comme ça parce que sinon on va pas s'en sortir. Cli-Cli, c'est la femme de Agamemnon qui est donc le frère de Ménélas qui est allé chercher sa femme Hélène à Troie et qui a déclenché du coup la guerre de Troie. Grosso modo, la meuf elle est quand même un petit peu dans les embrouilles. Et surtout Bichette, à un moment, un dieu ou une déesse d'ailleurs, je ne sais plus, a dit à son mari: écoute, si tu veux que tes bateaux puissent partir vers Troie et faire ta petite guerre, sacrifie-moi ta fille. Et cet enculé, il l'a fait. Oh là là, le gros mot il est sorti tellement naturellement, je suis désolée. Enfin bref, après il l'a fait, il l'a pas fait, ça dépend des versions du mythe, mais en tout cas, elle a des raisons de lui en vouloir et d'être un peu chonchon. La Cli-Cli. Donc je pense que ça va être très très intéressant. J'ai pas lu beaucoup de réécriture sur ce personnage en particulier. En général on se concentre plutôt sur la guerre de Troie ou sur Hélène en particulier. Mais là j'ai très hâte de découvrir ça et j'ai vu que des bons retours dessus. Donc let's go. À savoir que c'est pas du tout classé en jeunesse, c'est un roman adulte, donc faites attention, je l'ai pas encore lu, je peux pas vous dire oui ou non, mais je pense qu'il y a quand même des scènes un petit peu difficiles parfois parce qu'on sait que la période antique, mythologie grecque, tout ça, il y a moyen que ce soit pas toujours très joyeux. Mais hâte de le découvrir. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Héloïse d'Ormesson Une surprise de Noël peut en cacher une autre de Nicolas Barrault. C'est une romance de Noël bien évidemment et au moment où je tourne cette vidéo, c'est ma lecture en cours. Enfin je vous dis ça, je l'ai pas attaqué mais je vais l'attaquer ce soir. Le résumé c'est qu'à la veille des fêtes, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Joséphine et elle se demande si cette année elle ne ferait pas l'impasse sur Noël. Mais tandis que le réveillon approche, elle reçoit une péniche en héritage, donc ça c'est franchement plutôt cool. La jeune traductrice y voit l'opportunité d'un nouveau départ, c'est sans compter sur Maxime, le locataire de l'embarcation. Fermement décidée à le déloger, elle se heurte à son opiniâtreté, pas compliqué ce mot pourtant, opiniâtreté autant qu'à son sourire malicieux. Petit enemies to lover, on le sent venir. Donc voilà, j'ai jamais lu de roman de cet auteur qui je pensais était français, parce que, enfin je sais pas, Nicolas Barrault, ça me paraissait très français comme prénom. En fait, pas du tout, puisque qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, j'ai vu traduit de l'allemand, donc voilà, je sais pas pourquoi je vous donne cette info. On s'en fout, la couverture est Mimi, petite romance de Noël, vous-même vous savez, j'en ai lu beaucoup trop là ce mois-ci, mais why not pour une petite dernière. Je vous en reparle du coup très vite. Et enfin, dernier service de presse que j'ai reçu mais que je n'ai pas encore lu, il s'agit de On dira que je suis toi de Lilibelle de Cholet. Rappelez-vous, Lilibelle de Cholet, c'est celle qui a écrit Les voyages forment la jeunesse. J'ai eu un petit moment de bug mais ça m'est revenu.
que j'avais adoré, vraiment gros kiff. Et du coup, je suis très curieuse de retrouver sa plume et son univers. Donc c'est un roman qui n'a pas de lien avec le premier, hein. C'est l'histoire de Juliette et Elena qui, à la veille de leur rentrée en terminale, s'apprêtent à être séparées alors qu'elles sont meilleures amies BFF. Elles sont meilleures amies depuis le collège, calme-toi Marie. Tandis que Juliette est contrainte de retourner en Bretagne chez son père qu'elle n'a pas vu depuis l'enfance, Elena est envoyée dans un chic pensionnat suisse en guise de punition. Déterminées à échapper à leur sort, elles élaborent un plan, profiter de leur ressemblance physique pour échanger leurs identités. Donc là, moi, je sens venir un petit truc à la... comment ça s'appelle, à nous quatre, là. Tu sais, le machin avec les jumelles séparées à la naissance qui échangeaient leur place. Je sens un peu cette vibe, avec en plus de ça la petite touche personnelle de Lilibelle, c'est-à-dire beaucoup d'émotions et d'humour. Donc j'ai très hâte de découvrir ça. Je crois, je dis sans doute des bêtises, mais je crois qu'elle l'avait publié sur Wattpad il y a déjà un long moment. Et c'est pour ça que les retours sont déjà très bons dessus, parce qu'il y a des gens qui l'ont déjà lu dans une première version. Donc ça me hype encore plus. Et je n'ai pas précisé, mais j'ai reçu une épreuve non corrigée puisque le roman sort le 8 février 2024. J'aurai du coup l'occasion de vous en reparler, je pense. Je vais le lire peut-être courant janvier. Et j'aurai l'occasion du coup de vous en reparler dans mes bilans lecture. Et puis au moment de sa sortie, tout simplement parce que j'ai trop envie de soutenir Lilibelle, que j'ai d'ailleurs pu rencontrer à Montreuil pour la première fois. Enfin, pour la première fois en vrai, parce qu'on s'était déjà parlé bien évidemment. Mais c'était trop cool parce que en fait, avec tous les réseaux sociaux, et on a beaucoup échangé et tout, mais en fait quand on s'est vu, c'était comme si on se connaissait déjà. Voilà, c'est tout. C'était l'anecdote qu'encore une fois personne n'avait demandé et qui n'apporte rien, mais que je vous donne quand même. Voilà, donc c'était les 3 services de presse reçus et pas encore lus. Franchement, j'ai été efficace, parce que on voit bien que j'ai fait passer mes services de presse en priorité, parce que à côté de ça, j'en ai reçu beaucoup d'autres que j'ai déjà tous lus. Efficacité ou pas efficacité? Parce que j'avais quand même reçu tout ça d'autre en service de presse, hein. Bien évidemment, j'ai reçu le magnifique et sublime Steam Sailor, donc l'intégrale. Regardez comme c'est beau, ça brille de mille feux. Je dis que j'ai déjà lu parce que je ne l'ai pas relu ce mois-ci, mais effectivement, je l'avais déjà lu cette série puisque j'en suis très fan. Je suis aussi très fan de Ellie, évidemment. Et dans cette intégrale, il y a des petits bonus, notamment un préquel qui explique en fait comment l'équipage en est venu à voyager ensemble. Et ça, je l'ai pas encore lu, mais j'ai trop hâte. Le livre est sublime, je sais que j'ai déjà dit, mais quand même, ça vaut le coup de s'attarder un peu dessus. Regardez, j'ai reçu des petites illustrations, c'est de toute beauté. Vraiment, c'est magnifique. En plus, je l'ai reçu dédicacé et voilà, j'étais trop contente. Pour rappel, Steam Sailor, ça parle de pirates qui sont dans l'air. Meilleur résumé ever. En gros, on est dans un monde où il s'est passé quelque chose, on sait pas trop quoi, mais c'est plein de petites îles qui flottent. Et on va suivre un équipage de pirates sur un navire volant qui est à la recherche du trésor des alchimistes, qui étaient en fait des sortes de sorciers qui ont totalement disparu. Et bien évidemment, ça va les mener beaucoup plus loin que prévu et il va y avoir pas mal de petits rebondissements. C'est vraiment de l'aventure avec une dose de magie, le côté vraiment fan family dans cet équipage, c'était incroyable, gros coup de cœur, je vous le conseille à 1000%. Autre service de presse reçu ce mois-ci et lu, dévoré, adoré. Il s'agit bien évidemment du 2e tome de Absolu. Ouais, en fait, je pense que je vais faire ça très souvent, parce que ça me cale un peu. C'est pratique, je suis plus à l'aise. Bref, je disais donc que j'ai reçu le 2e tome de Absolu qui s'appelle Les Effacés. C'est bien évidemment la saga de Margot. Je ne vous la présente plus, parce que Margot, je pense que tout le monde la connaît. Je vais pas non plus vous dire ce que j'ai pensé vraiment de ce 2e tome, parce que je veux pas vous spoiler. Enfin, je vais pas vous faire de résumé de 2e tome, mais grosso modo, j'ai kiffé. Voilà. J'ai particulièrement apprécié le fait que l'ambiance soit quand même extrêmement différente du tome 1 et en même temps on retrouve suffisamment du tome 1, de ce qu'on avait aimé dans le tome 1 pour aimer le tome 2. Je sais pas si ça a vraiment du sens ce que je vous raconte. Mais le tome 1 c'est l'histoire d'une ville qui nous séporte que tous les 10 ans, une ville... 10 ans ? Ouais, je crois que c'est ça. En gros, tous les 10 ans, on envoie les élèves les plus intelligents d'une école qui les a formés pour, en fait, qu'ils rentrent dans la ville et qu'ils essayent de désamorcer une arme qui a été mise là par les hommes et qui a totalement échappé à leur contrôle. Évidemment, chaque génération espère être celle qui va arriver à désamorcer la bombe et donc à pouvoir ressortir de la ville, mais en l'occurrence, là, personne n'y est jamais arrivé. Et là, on suit donc une nouvelle génération qui entre dans la ville. Et dans ce tome 2, il s'est passé plein de choses dans le tome 1. Du coup, on n'est plus totalement sur la même vibe. C'est toujours plus construit, c'est toujours très bien écrit. Les personnages sont de plus en plus attachants. On souffre aussi parce que Margot, elle est un petit peu sadique quand même. Et j'ai beaucoup accroché. Je pense que j'ai préféré le 2, mais ça s'est joué à vraiment pas grand-chose parce que dans le 1, on retrouvait en fait plein d'éléments de saga qu'on aimait trop. Genre, il y avait une petite vibe à la Labyrinthe, un peu de Divergente, un peu d'Hunger Games, tout ça qui était mélangé et fait à la sauce Margot. Alors que là, on retrouve toujours un petit peu ça, mais c'est beaucoup plus diffus et on sent vraiment qu'elle s'approprie son truc. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était encore plus original que le premier tome, tout aussi travaillé, tout aussi construit, donc j'ai été pas mal happée par ce tome-là, je vous l'avoue. Et maintenant, j'ai hâte d'avoir la suite, même si c'est pas encore pour tout de suite, parce que Bichette, Margot, le tome 2 vient de sortir, donc on va lui laisser le temps d'écrire le 3 quand même. Je crois, je sais plus où j'ai vu ça, que c'était prévu pour fin 2024. Ah non, rentrée 2024. Ça nous laisse quand même, ouais, on va dire bien 8-9 mois... pour avoir un peu peur pour nos personnages préférés quoi.
En début du mois, j'avais aussi reçu l'équation de Ariel Hera qui m'a été envoyée par les éditions Addictive et du coup je l'ai lu dans la foulée. J'ai beaucoup aimé, on change totalement d'ambiance par rapport à Absolu. C'est une romance et je vous avoue que au début j'étais un petit peu anxieuse. Pas anxieuse, c'est un mot un peu fort. J'étais un peu inquiète parce que en lisant le résumé, j'ai très vite compris que c'était une histoire d'amour avec une différence d'âge. En soi, c'est une différence d'âge qui n'est pas forcément très prononcée, sauf que vu que c'est une étudiante et lui c'est son prof, tu vois, genre ils auraient 42 ans et 32, bas les steaks, vraiment. Mais là, elle a 18 ans et lui 24. Et en soi, quand tu analyses, tu dis ouais, c'est pas énorme, sauf que 18 ans, t'es encore un... Je suis désolée pour les gens qui ont 18 ans qui regardent ma vidéo, mais t'es encore un peu un bébé. Moi, perso, à 18 ans, j'étais un bébé. Hein. J'avais pas l'impression, hein, mais avec le recul, oui. Donc du coup, moi, tout ce qui est différence d'âge, et encore plus quand il y a cette relation, du coup, prof-élève, comme c'est le cas ici, enfin, toute relation un peu de... où t'as un peu comment on dit, de l'impact. Non, c'est pas ça le mot. De l'emphase, non plus. L'ascendant sur quelqu'un, enfin, vous voyez ce que je veux dire. En gros, il y a quand même une relation d'autorité, de force qui s'est instaurée entre les deux. Et moi, ça me met extrêmement mal à l'aise. Donc, j'y suis allée en me disant... on va voir. Et au final, je dois avouer que ça a été bien traité dans le sens où j'ai pas trouvé ça cringe. Ce que j'ai trouvé cringe, c'est l'obsession de la meuf pour le gars. Ouais, je dis ça parce que j'ai oublié leur prénom. Elle s'appelle Kelly et lui, il s'appelle Tyler. Et en fait, vraiment, c'est pas tant le côté différence d'âge ou relation prof-élève qui m'a dérangée parce que pour le coup, c'est plutôt bien fait, c'est pas accentué là-dessus. Par contre, c'est vraiment le côté, elle, dès qu'elle le voit, elle est prête à tout, et des fois elle va très très loin en fait pour attirer son attention ou pour faire en sorte qu'il reste avec elle quoi. Après, je nuance mes propos, il y a quand même des moments dans le livre où c'est pointé du doigt, elle en prend conscience, elle travaille là-dessus. Donc il y a vraiment ce côté, oui c'est un peu toxique, mais c'est assumé et c'est soigné entre guillemets. Voilà, je le précise parce que bon, c'est pas non plus à mettre entre toutes les mains déjà parce qu'il y a un petit peu de cul. Mais voilà, je tenais à le dire quand même. Ça m'a un petit peu dérangé. Après, à côté de ça, je dois vous avouer que le roman, je l'ai dévoré. Je l'ai trouvé extrêmement addictif, très très attachant. Les personnages sont hyper intéressants et puis il y a vraiment une profondeur en fait dans tout leur ressenti, dans tout ce qu'ils ont vécu. Il y a pas mal de trigger warning si j'y pense, j'espère que j'y penserai. Je vous les mettrai en description à côté du titre du livre. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à mettre un commentaire et du coup ça me rappellera de vous les mettre. Mais en tout cas, très belle romance quand même, très bonne histoire, donc j'étais contente de l'avoir découvert. Voilà, faites attention aux trigger warning et ne vous focalisez pas sur le côté un petit peu creepy de certains aspects de la relation amoureuse. Je suis pas sûre de vous l'avoir très très bien vendu, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi reçu des épreuves non corrigées du prochain roman de Maïwenn Alix qui s'appelle Noblesse oblige et qui sort lui aussi le 8 février. Cette couverture est de toute beauté. Et il faut savoir que c'est un roman qui va sortir avec un jaspage du coup sur les pages. Logique, puisque le jaspage en général c'est quand même bien sur les pages. Ça sert à rien de le faire sur la couverture parce qu'il y a déjà une image. Et ça va être une édition absolument magnifique. Donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Et en fait c'est un roman que j'ai pu découvrir en avant-première. Je l'ai lu je crois, je l'ai lu juste en revenant de vacances, donc en octobre je crois. Je vous en parle aujourd'hui parce que entre temps ils ont annoncé la couverture, ils ont un peu parlé du projet donc je me sens plus libre de vous en parler. Mais je l'avais lu en avant-première puisque l'éditrice m'avait envoyé le texte pour avoir mon avis, ce qui était vraiment une marque de confiance qui m'a fait extrêmement plaisir. D'autant plus que j'avais déjà lu des romans de Maïwenn Alix et que je les avais tous beaucoup aimés et celui-ci n'a absolument pas fait exception. En gros, il faut imaginer qu'en 1789, la Révolution française n'a pas abouti et du coup, aujourd'hui, dans notre monde, dans notre société, on a toujours une royauté. Ça, c'est le postulat de base et à ça, vous rajoutez du coup une sorte d'émission de télé-réalité où les nobles ont pour but de se trouver une femme. Et c'est un peu en mode le Bachelor inversé, c'est-à-dire qu'on va faire un tirage au sort et prendre des filles qui sont des roturières, on va les pomponner, les machins et tout, les amener à Versailles et on va faire des grands bals. C'est à Versailles, je sais plus. À Versailles, au Louvre, enfin en tout cas un endroit un petit peu classe. On va faire des grands bals, voilà, on va organiser des petits événements et grosso modo, les nobles vont pouvoir, au fil de leurs affinités, trouver leur future femme. C'est un peu genre la sélection, tu vois, pour faire genre on donne une chance aux gens du peuple de s'élever. Et cette année, c'est particulièrement important puisqu'il y a le dauphin qui fait partie des célibataires en vue. Et nous, on suit donc Gabrielle, qui est notre héroïne et qui, elle, est totalement anti-royaliste, mais qui, pour des raisons personnelles et en rapport avec son papa, enfin bref, c'est un peu compliqué, je vous passe les détails, mais grosso modo, elle se retrouve à faire partie de cette émission Noblesse oblige et à devoir courtiser tous les nobles qu'elle croise pour essayer d'infiltrer le réseau royal et donner des infos à la résistance. Donc franchement, le pitch, bon là je l'ai mal fait, mais le pitch est trop bien.
C'est hyper addictif. J'ai particulièrement apprécié le fait, enfin, le mélange en fait entre les trucs hyper classiques de la monarchie et en même temps des éléments très très modernes en mode les caméras partout, le côté vraiment marketing, réseaux sociaux, etc. Le personnage de Gabrielle est très très intéressant. L'autrice, elle a aucune pitié pour tous ses personnages. Par contre, à savoir, et moi on m'avait prévenu quand j'ai commencé le livre, mais je m'attendais pas à ça. La couverture fait genre oui, petite paillette, etc. etc. En réalité, c'est très très dark, les gars. Déjà, parce qu'il y a tout le côté pression, réseaux sociaux, monarchie, oppression du peuple, etc. Mais au-delà de ça, il y a vraiment des scènes extrêmement sombres. Là aussi, pas mal de triggers, notamment torture, violence psychologique, violence physique. Enfin, c'est un peu dark. Ça m'a un peu filé des frissons dans le dos. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est assez rare d'avoir des textes comme ça en young adulte. Donc ça change vraiment, c'est hyper original, très très bien écrit et j'ai hâte que vous puissiez le découvrir. Pareil, j'aurai, je pense, l'occasion de vous en reparler plus près de sa sortie. Autre service de presse reçu cette fois-ci de la part des éditions Rouergue, j'ai reçu le 2e tome de Pallas de Marine Carteron. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du coup l'année dernière j'avais lu le 1er tome que j'avais surkiffé, mais vraiment surkiffé. Et figurez-vous que j'ai encore plus aimé le 2. En gros, Pallas, c'est l'histoire de la guerre de Troie avant la guerre de Troie. On suit Athéna qui en fait a été séparée du coup de Pallas qui était sa sœur de cœur et une amie très très proche. Je vous passe un peu les détails, mais grosso modo elles ont été séparées, Pallas a été transformée en statue et Zeus l'a mise à Troie et a tout fait pour que Athéna ne puisse plus jamais l'atteindre. Et du coup, on suit Athéna et ses plans sur des décennies pour arriver à récupérer sa BFF. C'est incroyable parce que c'est incroyable. Meilleur argument ever, je pense, là aussi. Ce que je veux dire, c'est que c'est extrêmement bien écrit et à la fin, il y a un dossier explicatif de l'autrice. Elle nous montre vraiment, source après source, que tout ce qu'elle dit, elle s'est inspirée de faits réels. Elle s'est inspirée de choses qu'elle a trouvées dans les textes antiques. Elle n'invente que très peu de choses. Elle réinterprète, bien évidemment. Elle imagine, elle brode un petit peu autour de tout ça. Mais il y a plein de choses qui sont avérées. Enfin, en tout cas, qui sont dans les textes antiques. Et je trouve ça ouf. Parce que pour moi, c'est une des réécritures les plus originales et les plus addictives de l'histoire grecque que j'ai jamais lue. C'est dense, donc franchement attention parce que déjà dans le 1er tome, fallait s'y connaître un petit peu. Si tu t'y connais pas, c'est pas grave. Tu vas, je pense, finir par accrocher, mais le début sera beaucoup plus lent. C'est tellement dense que tu vas peut-être pédaler un peu dans la semoule au début. Mais vraiment, mes pépites en fait du début à la fin. Et personnellement, j'ai encore plus aimé ce 2e tome parce que tout commence à s'emboîter. Et des choses que Athéna a fait dans le 1er tome et tu t'es dit... ok, et là ça fait sens et tu te rends compte que tous les éléments sont en train de s'imbriquer et à la fin de ce tome 2, on est vraiment à la veille de la guerre de Troie. Ce que je trouve particulièrement dingue, c'est que toute cette histoire d'Athéna qui fait ce plan pour récupérer Pallas et tout, c'est fictif. Et pourtant en fait, c'est tellement bien fait que tu te dis... mais c'est évident que c'est comme ça que ça s'est passé et que c'est pour ça que ça s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est la preuve que l'autrice a un talent de dingue parce qu'elle en vient à te faire croire que des choses totalement fictives sont réelles. C'est la magie de la littérature, ça vraiment, ça me dépasse à chaque fois. Mais bref, c'est un autre débat. Tout ça pour vous dire que si vous aimez la mythologie grecque, si vous aimez les histoires, les réécritures qui sont extrêmement bien construites, qui sont extrêmement bien écrites, franchement, foncez sur Pallas parce que là, alors c'est une trilogie, il y a un 3e tome qui doit arriver, c'est incroyable, vraiment incroyable. Et en plus, les couvertures sont magnifiques, donc franchement, que demander de plus? Les éditions PKJ m'ont aussi envoyé Envoûté, qui est du coup le tome compagnon de la saga Assoiffée. Ça se passe en fait entre le tome 1 et le tome 2, et ça explique, je vais pas vous spoiler, mais en gros, à la fin du tome 1, il se passe quelque chose pour Grace, qui est l'héroïne de la saga, qui est extrêmement important pour son développement et pour le développement de sa relation avec d'autres personnages. Et en fait, on passait directement du tome 1 au tome 2, on nous disait, voilà, il s'est passé ça, mais... comme Grace n'avait aucun souvenir de tout ça, c'était pas forcément exploité. Bon, c'est un peu compliqué, je vous passe les détails. Grosso modo, c'est un tome compagnon qui permet de mieux approfondir le personnage de Grace, sa relation avec d'autres personnages, notamment Hudson, on se sait, et qui permet toujours de plus approfondir l'univers. Donc moi, vous connaissez mon amour infini pour les premiers tomes de cette saga. Vous savez aussi, si vous avez suivi mes derniers bilans, que mon intérêt baisse à chaque tome. Et grosso modo, les 2 derniers que j'ai lus, j'ai été un peu sceptique. Parce que ce qui faisait la force de cette saga au début a fini pour moi par la desservir un petit peu. Et je l'ai totalement retrouvé dans ce tome-là, c'est-à-dire que il se passe énormément de choses. Et dans les premiers tomes, j'étais toujours à fond, j'étais toujours en mode « Waouh, mais what ?» Et en fait, à la longue, je trouve que ça fait un peu too much. L'univers est extrêmement original, ça y a aucun souci. Les personnages sont tellement attachants que c'est rien que pour eux que je continue en fait. Mais vraiment là c'était un peu trop dans le sens où c'est toujours plus de rebondissements. Du coup il y a beaucoup aussi de dialogue et de blabla qui fait que tu approfondis mais sans approfondir vraiment. Je sais pas, j'ai pas été totalement convaincue. Je ne suis d'ailleurs pas sûre que je lirai la suite parce que je veux continuer en fait à chérir le souvenir que j'ai des premiers tomes et assoiffé, foudroyé, convoité et tout. Je les ai tellement aimés que je veux pas continuer, en fait je veux pas m'acharner à continuer cette saga alors que clairement je décroche parce qu'à la longue j'ai peur de ne garder en mémoire que ce que j'ai pas aimé alors que les premiers tomes, mais ça fait partie de mes meilleures lectures de l'année dernière et de cette année quoi.
Après, clairement, si vous avez aimé la saga, franchement, je vous conseille celui-ci parce que la relation entre les personnages, elle est clairement expliquée là et c'est ouf. Et ça m'a fait quand même un petit peu, tu vois, un petit peu glousser. Autre service de presse envoyé par les éditions PKJ, il s'agit de Les Initiés de Jessica Goodman, que du coup j'ai lu, évidemment, entre-temps, puisqu'il fait partie de la pile des services de presse lus et reçus. Organisation toujours. Et en gros, c'est l'histoire de Jill qui attaque sa dernière année dans son lycée et qui fait partie d'un groupe qu'on appelle du coup les Initiés. C'est en fait, clairement, c'est une sorte de secte, enfin pas de secte, plutôt de société secrète, pas si secrète que ça, au sein de son lycée. Elle est rentrée quand elle était en première année, et puis là, maintenant, c'est elle qui est tout en haut de la chaîne alimentaire de cette société secrète. Donc c'est à eux de faire les rites de passage pour les nouveaux arrivants, on va dire. Et du coup, elle commence à se poser des questions sur est-ce qu'elle veut refaire vivre aux autres ce qu'elle-même a vécu, parce qu'avec le recul, elle se rend compte qu'il y a des choses qui sont un petit peu toxiques dans la façon dont la société évolue, la société secrète dans laquelle elle est. Et puis surtout, en parallèle de ça, il y a 3 ans, la première année où ils étaient dans la société secrète, sa meilleure amie a été assassinée. Et là, en fait, il y a plein d'éléments qui ressortent qui font que Jill commence à douter de la culpabilité de la personne qui a été inculquée pour ce meurtre. Et voilà, ça va révéler plein de choses à la fois sur elle, sur les relations qu'elle a autour d'elle, sur les gens qu'elle pensait être ses amis. C'était extrêmement addictif. J'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans, je vous l'avoue, parce que dans un premier temps, il se passe pas forcément grand chose. Et je pensais que le côté enquête sur ce qui est arrivé à la meilleure amie de Jill allait être beaucoup plus mis en avant. Et en fait, c'est plus un fil conducteur au fond qui explique pourquoi elle commence à tout remettre en cause. Mais au-delà de ça, et de ce début un petit peu lent, j'ai trouvé ça, comme je vous disais, très addictif, vraiment bien écrit et un peu glaçant parce que moi, c'est le côté société secrète, fraternité, ce genre de choses, et surtout le côté bizutage qui m'a toujours angoissée. Parce qu'on sait très bien que ça peut prendre des proportions horribles, et c'est un peu le cas ici. J'avais peur que ce soit trop détaillé, et ce n'est pas le cas, c'est juste une ambiance en fait qui pèse un peu tout au long du récit. Mais voilà, je préfère vous prévenir quand même, on parle de bizutage et de traumatisme, mais je l'ai trouvé extrêmement bien fait, et très original aussi, donc si vous aimez ce genre d'ambiance, foncez. Les derniers services de presse reçus et lus, ce sont plutôt des choses un peu graphiques, un peu illustrées. Les éditions Cotoon m'ont envoyé mon vœu le plus sincère, j'étais trop contente de le recevoir parce qu'il me tentait de ouf. Déjà, j'aime beaucoup la couverture, donc un webtoon, donc le format est assez sympa. En plus, on a des petites couleurs, ce qui est toujours sympa aussi. J'aime trop le côté papier glacé, j'aime trop l'odeur du livre, franchement je suis trop fan. Bref, de quoi ça parle? Eh bien ça parle de Happy Cranberry qui a 20 ans, qui mène une vie plutôt tranquille et en fait un jour elle va rencontrer un génie. Génie qui s'appelle Prince et qui du coup lui offre 3 vœux, sauf qu'en fait elle est totalement indécise, elle ne sait pas choisir ses vœux, elle ne veut pas gâcher ses vœux. Et du coup vu qu'il est plutôt sympa, il lui propose de rester avec elle et de l'aider à découvrir son vœu le plus sincère, donc vraiment le vœu qu'elle veut. Et du coup, ils vont se fréquenter, il va avoir un petit aperçu de la vie des humains, elle va commencer à se poser pas mal de questions. C'est hyper drôle, très addictif et vraiment j'ai super hâte d'avoir la suite. En plus, regardez, je l'ai eu dédicacé avec un petit dessin. J'étais trop contente. Les dessins sont hyper jolis, il y a des petites histoires parallèles avec d'autres personnages qui arrivent, les personnages secondaires aussi, enfin franchement, gros kiff. Et niveau BD, enfin on va commencer par un roman graphique, les éditions First m'ont envoyé La Saison des Monarques de Sophie Adriansen, Sophie Rouvier et Matou. C'est l'histoire d'Alba qui vient de se faire plaquer par son mec alors qu'ils venaient d'acheter une maison ensemble, qui totalement par hasard va se retrouver à héberger Suzanne qui est la fille cachée de son ex. Et en gros c'est comment elles se reconstruisent mutuellement au fil des saisons. C'est extrêmement beau, c'est très poétique, très touchant aussi. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé et toujours aussi fan du style de Matou, même si là je l'ai trouvé très différent de ce qu'on voit habituellement. Les couleurs et même les traits, j'ai trouvé qu'il y avait un petit truc pas comme d'habitude, mais très chouette découverte aussi. Et enfin, les éditions Dupuis m'avaient envoyé Les Sœurs Grémillet, donc le 5e tome, qui s'appelle Les Trois Souhaits et qui suit nos sœurs Grémillet à la période de Noël. En fait, elles ont fait des cadeaux pour tout le monde et elles se rendent compte qu'elles se sont pas offert quelque chose mutuellement. Et à partir de là, on va de rencontres saugrenues en petites pointes de fantastique comme toujours, qui est finalement démystifiée mais qui apporte un vrai plus à l'histoire. C'est plein de jolis messages, c'est plein de douceur, j'aime toujours autant les dessins, donc franchement, très bonne lecture aussi. Voilà, ça c'était donc les services de presse reçus et lus ce mois-ci. Mais je n'ai pas lu que ça et je vais donc vous montrer ce que j'ai lu ce mois-ci et qui ne faisait pas forcément partie de mes réceptions ou de mes achats de ce mois-ci. Je crois que le mois dernier je vous avais parlé de ces BD que j'avais reçus de la part des éditions Dupuis aussi, ça s'appelle In Memoriam, il y a 2 tomes pour le moment, je crois qu'il y a une suite qui est prévue. Et en fait c'est l'histoire de notre monde où il y avait de la magie et d'un coup en fait il y a eu une grosse explosion, un truc qui a mal tourné, du coup la magie a disparu et surtout ça a un petit peu foutu la merde, genre un peu post-apocalyptique. Et là du coup on suit 2 personnages que tout semble opposer et qui ont chacun des traumatismes assez précis, qui vont se retrouver dans des aventures mais un peu what the fuck. C'était très addictif, après clairement je trouve que ça va un peu vite sur certaines choses. C'était une belle découverte, mais je sais pas, j'ai trouvé que l'univers avait beaucoup de potentiel et je suis un peu restée sur ma faim, tu vois.
Après, le concept est assez ouf et il y a certaines choses qui étaient assez bien exploitées malgré tout, donc une belle découverte quand même. C'est assez paradoxal ce que je vous dis. Je vous dis qu'il y a des choses qui n'étaient pas assez approfondies et d'autres bien exploitées. Ça n'a pas vraiment de sens, mais en tout cas, c'était sympa. J'ai lu aussi Une danse avec le prince Faé que j'avais reçu le mois dernier dans cette sublime édition, rappelez-vous. C'est l'histoire de Catria qui vit avec une marâtre et des demi-sœurs un petit peu pas très gentilles et qui est mariée de force à un mystérieux homme qu'elle n'a jamais vu et qui habite dans un manoir, un truc assez cool quand même. Contrairement à ce qu'elle craignait, il lui faut plutôt la paix, son mari, elle le voit quasiment pas, d'ailleurs en fait elle a même pas le droit de le regarder. Donc c'est un peu mystérieux tout ça, d'autant plus qu'il y a des règles à respecter dans son manoir et qu'elle entend des cris un peu bizarres. Elle est pas très rassurée jusqu'au jour où elle découvre en fait une sorte de rituel faé qui va faire que elle est dans la merde en fait. Parce que grosso modo c'est un rituel faé pour attirer des pouvoirs et comme elle a interrompu ce rituel, c'est elle qui va se retrouver avec les pouvoirs qui étaient destinés à son époux. À partir de là, mais la pauvre, elle est dans de beaux draps. Je ne rentre pas trop dans les détails pour éviter tout spoil, mais j'avais lu l'autre livre de l'autrice, Un pacte avec le roi elfe, que j'avais vraiment pas mal aimé aussi, mais je crois que j'ai préféré celui-ci parce que la relation est très très mignonne, on voit bien l'évolution des personnages, l'univers est assez sympa aussi, même si pareil j'aurais préféré que certaines choses soient un petit peu plus approfondies. Mais je sais pas, j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé l'ambiance générale, c'était une belle découverte aussi. Et j'ai vu en fait que l'autrice avait prévu toute une petite série sur cet univers, puisque après il y a un truc avec des vampires aussi, et je sais pas quelle est l'autre créature qui reste, je sais pas si c'est pas une sirène ou un truc comme ça, enfin bref. En tout cas j'espère que les autres seront traduits aussi, et je les lirai avec plaisir. J'ai aussi lu Celle que je cherchais de Cassandre Lambert, toujours dans cette édition trop jolie. Là on est sur un romance contemporaine qui parle du coup de, j'ai oublié son prénom, Noah, qui arrive à la fac après avoir vécu des choses pas très cool au lycée. Il est totalement perdu, il a peur de ne pas trouver sa place, il est totalement paralysé à l'idée de devoir rencontrer des nouvelles personnes. Et il va rencontrer Armelle qui elle est son exact opposé mais qui a aussi une grosse part d'ombre. Et c'est un petit peu leur relation, c'est comment chacun se construit au contact de l'autre, comment chacun se reconstruit au contact de l'autre. Ça parle du fait de grandir et ça parle de cet âge un peu intermédiaire entre tu n'es plus vraiment un adolescent. On te dit que t'es un adulte, mais en fait t'es pas vraiment un adulte. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, 18 ans, c'est un peu cet âge entre les deux. T'es censé savoir ce que tu veux faire du reste de ta vie, t'es censé te lancer dans les études et te donner à fond. Et en fait, clairement, tu n'es pas préparé pour ça et tu te poses plein de questions et t'as plein de doutes et de peurs concernant ton avenir. Et c'est extrêmement bien fait dans ce roman, je l'ai trouvé très beau. Vraiment bien écrit, très profond. Il y a des côtés sur la vie étudiante qui sont vraiment très parlants. Et d'autres où je me dis que clairement, Cassandre et moi, on n'a pas eu les mêmes études. Mais ça, c'est aussi une question de caractère parce que moi, j'étais tellement casanière et un peu refermée sur moi-même que c'est clair que j'ai pas vécu la moitié de ce qu'ont vécu les protagonistes de ces livres. Mais en tout cas, c'était vraiment une ambiance particulière et très immersive et j'ai trouvé ça très chouette. En plus, ça se passe à Lyon. Moi, j'habite à Lyon, donc il y a pas mal d'éléments qui m'ont un peu fait sourire parce que je visualisais vraiment les emplacements qu'elle mentionnait. Donc vraiment, une très belle lecture qui change totalement de ce que Cassandre a fait jusque-là, mais qui mérite aussi d'être découverte. J'ai lu aussi le petit livre sur Page et Auster, donc dans l'univers de Fable, on suit du coup les deux personnages de Page et Auster, leur rencontre et comment ils en sont arrivés à tout plaquer pour se retrouver à bord du navire au début de Fable, tout simplement. C'était très mignon, franchement l'histoire était très intéressante, après clairement c'est hyper court. Et je dis pas que ça apporte rien parce que j'aime beaucoup les personnages, donc évidemment j'étais contente de les retrouver, j'étais contente de mieux les comprendre, mais je suis un peu restée sur ma faim parce que je pense, j'aurais aimé en fait que ce soit un peu plus développé et qu'on fasse un plus grand trajet à leur côté, enfin je sais pas. J'ai trouvé que c'était un peu frustrant. Après, encore une fois, vu que j'aime l'univers et les personnages, j'étais quand même contente de les retrouver. Toujours chez Rajo, j'ai lu L'Héritier trahi, donc le nouveau roman de Holly Black, toujours dans l'univers de Dom Elf, donc ça se passe après la saga du Prince Cruel. Donc attention, potentiel spoiler dans ce que je vais dire par la suite, parce que même si je fais que résumer celui-ci, il y a des spoilers sur ce qui se passe dans la trilogie. Vous êtes prêts? Sinon, passez, hein. On se place donc des années après la fin de la trilogie et c'est Shen, donc l'héritier du trône, le frère de Jude, qui va mener une sorte de petite mission. Et pour ça, il a besoin de, j'ai oublié son nom, de Vren, qui est aussi une reine. Enfin, Vren, c'est un passage qu'on avait déjà vu dans la saga, je vous avoue que moi je l'avais totalement oublié. Mais elle a sa petite importance et en gros, c'est pour mater une rébellion dans le royaume, quoi. J'ai aimé le fait de retrouver l'univers. J'ai trouvé l'intrigue assez intelligente, les personnages, ça passait. Après, j'ai trouvé ça extrêmement long. Toute la première partie, pour moi, enfin c'est pas qu'elle sert à rien, parce qu'évidemment elle t'aide à mieux comprendre les personnages, elle plante le décor, etc. Mais oh là là, ça traînait un peu en longueur, hein. La dernière partie, elle est bourrée d'action et de rebondissements, il y a les trahisons, enfin il y a tout ce qui a fait le charme en fait du Prince Cruel, c'est-à-dire une intrigue qui est quand même très tournée politique, trahison, secret, révélation, complot, etc. Et ça c'est vraiment chouette, ça c'est quelque chose qui me plaît. Je sens que la relation qui se dessine entre les deux personnages va être hyper intéressante, mais clairement pour moi, toute la première partie, les trois quarts du bouquin,
c'est un petit peu trop de blabla, un petit peu trop d'ambiance et de description quoi. Je sais que c'est un peu une hérésie de dire ça et je suis la première surprise de le dire parce qu'en général j'aime beaucoup ça puisque ça aide à construire tout ce qui fait que j'aime un roman, mais là c'était un petit peu too much pour moi. N'empêche que j'ai quand même apprécié ma lecture et je serais curieuse de lire la suite, comme toujours, que la curiosité est un de mes plus gros défauts, ou une de mes plus grosses qualités, ça dépend comment on prend ça. Enfin mon banquier dirait sans doute que c'est un gros défaut, puisque c'est ma curiosité qui me pousse aussi souvent à claquer un SMIC en livre. Bref. J'ai aussi lu Gods of Love de Eugénie Dillens. Je suis désolée si je dis mal le nom d'Eugénie. J'ai jamais réussi à le prononcer. Pourtant il n'est pas compliqué je pense, hein, mais je sais pas si on dit Dill, je sais pas. En tout cas, vous vous en doutez un petit peu avec le titre, ça parle de Dieu, et ça parle en l'occurrence de mythologie grecque, puisque en fait c'est l'histoire de Eros qui est un des fils d'Aphrodite, qui est chargé avec ses frères, ils sont 7 je crois en tout, d'aller sur Terre et de réparer en fait les cœurs brisés des humains. C'est leur mission depuis des millénaires, ils font ça très bien. Jusqu'au jour où Eros va tomber face à Caléa qui elle a eu des soucis de santé et qui du coup a un cœur un petit peu particulier. Et en fait Eros ne va pas réussir à réparer son cœur, et à partir de là, je ne vous en dis pas plus parce que sinon ça spoil tout le livre, mais grosso modo c'est une romance inspirée du coup mythologie grecque, ambiance un petit peu antique, mais ça se passe vraiment dans notre monde. J'ai beaucoup aimé le concept que j'ai trouvé extrêmement original, j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai bien aimé la relation entre les personnages. Après je trouve que c'était paradoxalement un peu lent sur certains aspects, beaucoup de descriptions notamment du travail de Caléa qui est décoratrice d'intérieur, et à l'inverse la relation pour moi elle est un peu trop vite parce qu'ils font quand même des choix extrêmement important, alors qu'ils se connaissent pas depuis très très longtemps je trouve. Enfin, ils se connaissent pas particulièrement bien en fait à mes yeux. Donc ça m'a un petit peu freiné, mais dans l'ensemble c'était une belle découverte aussi. Et je sais qu'il y a un deuxième tome qui est sur un des frères de Eros, et ça je pense que je vais le lire aussi parce que c'est un personnage qui m'a particulièrement intriguée et auquel je me suis beaucoup attachée, donc je pense que je lirai là aussi le tome 2, qui en fait est plutôt un tome compagnon, vous avez compris. Petite pause boisson. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Eh bien, j'ai lu après toutes mes romances de Noël, puisque rappelez-vous, ou rappelez-vous pas, je vous l'annonce, j'ai fait un vlog lecture de romans de Noël, dans laquelle j'ai lu 9 romans de Noël. Je vais vous mettre le lien de la vidéo en haut, quelque part par ici, et en bas dans la barre de description. Et je vais pas vous reparler de ces 9 romans, parce que ça prendrait du temps, alors que je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans mon vlog. Sachez juste que sur ces 9 lectures, j'en ai eu des excellentes, et des un petit peu moins bonnes. Mais j'en profite aussi pour vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon vlog parce que ça m'a pris énormément de temps de le tourner, de le monter, de l'exporter, enfin bref ça a été un vrai casse-tête. Je sais qu'il y a des petits bugs parfois dans le vlog, notamment au niveau de la musique qui a été décalée, je ne sais pas pourquoi. J'en suis désolée, mais vraiment je tenais à vous remercier parce que malgré ça, eh bien vous avez été extrêmement nombreux à le regarder. Et vous n'avez pas idée à quel point ça me touche. Donc voilà, si vous voulez savoir du coup quelle romance de Noël j'ai lu et si vous voulez avoir mon avis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo directement sur ma chaîne. Autre livre que j'ai lu et que je ne vais pas vous montrer ici puisque je l'ai lu en numérique, je pourrais d'ailleurs mais je sais pas où j'ai mis ma liseuse. Il s'agit du 3e tome de Rebel University de Alfreda Henry et Alicia Garnier. Donc l'avant-dernier tome de la saga qui se concentre sur Cade, je sais pas comment on dit, on va l'appeler Cade. Et sur Winnie, et donc c'est des personnages qu'on avait déjà introduits dans les premiers tomes bien évidemment, et on suit leur petite histoire d'amour, que j'ai trouvée extrêmement belle, touchante, trop mignonne. Depuis le début en fait, Cade c'est un personnage que j'apprécie particulièrement, et j'avais trop hâte d'arriver à son histoire. J'ai un peu moins accroché avec Winnie, je vous l'avoue, au début ça partait très bien, puis je sais pas, il y a un moment, il y a un truc, je sais pas, je saurais pas dire pourquoi, peut-être qu'il y a un fond de jalousie en vrai, mais ça c'est encore un autre sujet à laquelle il faudrait que je parle à un psy. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ce tome. On retrouve vraiment tout ce que j'avais aimé dans les premiers tomes, c'est-à-dire que c'est hyper bienveillant, très positif, très drôle et mignon, donc vraiment si vous aimez les sagas à la Campus Driver ou Off Campus, foncez. Et du coup j'ai tellement hâte de lire le 4e tome et en même temps j'ai pas envie de lire la 4e tome parce qu'après c'est fini. C'est fini avec Rebel University puisque il y avait 4 PO dans l'équipe et là c'est bon, le 4e sera le dernier, donc je suis un peu triste et en même temps j'ai trop hâte de retrouver toute l'ambiance, les copains, les copines et tout, donc voilà. Je pense que dans mon prochain bilan lecture vous allez voir Rebel University tome 4. Voilà pour les livres lus que je n'avais pas forcément reçus ce mois-ci. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté ce mois-ci et que du coup j'ai déjà lu. Ou que j'ai lu ce mois-ci. Enfin bref, on continue dans mes lectures quoi. En vrai ce système il est pas mal parce que du coup j'insiste plus sur ce que j'ai lu que sur ce que j'ai acheté. Et du coup vous pouvez moins me faire culpabiliser en me disant ouais Marie t'as acheté beaucoup de livres ou quoi. Et même moi tu vois j'ai l'impression que j'ai moins acheté. Alors que non en fait j'ai quand même craqué mon slip hein, mais bon. Allez, je vous le dis quand même pour que vous puissiez un peu me juger. Ce mois-ci, j'ai acheté 7 livres. J'ai déjà fait mieux, mais j'ai déjà fait pire. Un de mes achats, ça a été la version poche et l'intégrale du coup de la saga Phénomène de Eric Lhomme. Je vous en ai aussi parlé, je crois, dans mon vlog parce que en fait, je suis allée à un salon pour dédicacer où il y avait Eric Lhomme. Ça a été un truc incroyable parce qu'en fait, Eric Lhomme pour moi, c'est, tu vois, c'est
quasiment le même niveau que Pierre Bottero, puisque le livre des étoiles, c'est une série que j'ai découvert quand j'étais très jeune et qui a clairement façonné en fait la lectrice et je pense l'autrice que je suis aujourd'hui. Et là, j'étais en dédicace, pas très loin d'Eric Lhomme. Du coup, moi qui suis hyper timide, je me suis dit, Marie, pense à la Marie de 11 ans qui fangirl très fort, tu vas te lever, tu vas prendre ton courage à 4 mains, il en faut au moins 4, et tu vas aller lui parler. Et il a été tellement gentil parce que j'ai fini par y aller. Je lui ai dit que bah voilà, j'étais trop fan, que j'avais adoré ses livres, etc. Et vraiment, il a été adorable. C'est un truc de dingue en fait, d'imaginer la lectrice en moi, encore plus la lectrice jeune qui était trop fan de ces sagas, a vraiment du mal à imaginer que 10, 20 ans après, bon peut-être pas 20 ans, j'exagère, mais enfin quoi que, c'est que je vieillis moi. Bon bref, tout ça pour dire que j'ai du mal à imaginer que 10 ans, 20 ans après, eh bien, je puisse parler en fait à ces gens dont j'étais extrêmement fan et qui puissent me parler avec autant de bienveillance et limite en fait d'égal à égal. C'est ouf, voilà, c'est ouf. C'était la parenthèse, je suis désolée de fangirler là-dessus, mais du coup j'ai parlé à Eric Lhomme, il a été adorable, il m'a demandé ce que j'écrivais, il m'a demandé de lui envoyer du coup mon premier tome, enfin c'est un truc de ouf. Du coup, vu que je ne sais pas ce que j'ai fait de mes livres, peut-être qu'ils sont chez mes parents, faudra que je vérifie, mais j'avais les premiers tomes, j'avais les 2 premiers tomes je crois de la saga Phénomène en séparé du coup, parce qu'à l'époque ils étaient sortis chez Folio Jeunesse, et depuis ils ont fait une intégrale chez Folio Jeunesse et une intégrale chez Folio Adulte. Et moi j'ai craqué pour l'intégrale adulte parce que je trouve la couverture hyper intrigante, et ce sera du coup l'occasion de lire le 3e tome parce que je crois que je ne l'ai jamais lu. Ça date vraiment, je me souviens pas très bien du résumé, donc je vais vous relire en fait ce qui est écrit. Claire, Violaine, Nicolas et Arthur sont 4 adolescents atteints d'étranges troubles du comportement. C'est pourquoi ils ont été confiés à la clinique du Lac, spécialisée dans les cas désespérés. Et dans cet établissement, seul le docteur Barthélemy s'intéresse à eux. Alors que celui-ci est enlevé par 3 hommes sinistres, les adolescents décident de s'enfuir de la clinique et de partir à sa recherche. Ils vont alors découvrir que leur handicap, à force de courage et de volonté, peut se transformer en pouvoir hors du commun. Et après c'est marqué « Complot, pouvoir surnaturel et indéfectible amitié sont les principaux ingrédients de ce thriller fantastique haletant ». Et vraiment, moi, je me souviens trop des 3 personnages, de Violaine en particulier. Parce que je crois que Violaine, c'était Claire, je sais plus. En tout cas, il y avait une des 2 filles, elle voyait en fait les dragons des gens. Genre, c'est un peu comme si l'âme des gens était, ou l'esprit des gens était symbolisé au-dessus d'eux, et elle voyait ça, et voilà, il y a des trucs comme ça qui m'ont marqué, et du coup, j'ai trop hâte de me replonger dans cette saga. Donc un achat très impulsif et pas forcément obligatoire, mais que je ne regrette absolument pas. D'autant plus, je vous ai pas dit, mais qui me l'a dédicacé bien évidemment. Comme on avait eu une petite discussion sur Pirates des Caraïbes avant, parce que je lui avais parlé de mon livre et il avait dit « Ah, j'aime trop les pirates et tout », truc de ouf. Il m'a écrit pour Marie, chef pirate sur les vertes mers de l'écriture, qui contribue elle aussi à rendre le monde plus attrayant. Bref, voilà, trop fan et je pense que je vais pas tarder à me faire une relecture. Je pars en vacances mi-janvier et je me dis qu'en fait ça c'est un bon compromis à emmener aussi parce que bah ça dure quand même un petit moment et c'est un poche donc ça prend pas trop de place non plus, donc à voir. En tout cas je vais pas tarder à le relire parce que j'ai trop hâte de me replonger dans cet univers. Ensuite, je me suis acheté La Malédiction des Os d'Argent d'Alexandra Bracken, qui est sortie là tout récemment. J'ai bien aimé, je l'ai lu entre temps, c'est pour ça que je vous dis ça. Je l'ai bien aimé, mais je m'attendais pas tout à fait à ça, parce que j'avais beaucoup aimé les autres romans d'Alexandra Bracken. Et là, j'ai trouvé que celui-ci était un peu lent au démarrage. Et pas que au démarrage d'ailleurs, maintenant que j'y pense, il y a plein de moments assez lents dans l'intrigue, après le concept est hyper original. C'est une réécriture des légendes arthuriennes avec un brin de magie, le tout dans notre monde et à notre époque. Je vous lis le résumé parce que honnêtement c'est assez complexe et je voudrais pas le résumer n'importe comment, si voilà, je veux pas lui faire non plus défaut. Né dépourvu de magie, Tamsin a passé son enfance mise à l'écart tandis que son frère adoptif Cabel et leur tuteur Nash partaient à la chasse aux reliques enchantées. Lorsque ce dernier disparaît mystérieusement, elle décide d'aider son frère dans ses quêtes au péril de sa vie. 7 ans plus tard, une rumeur circule dans les souterrains magiques de Boston. Avant sa disparition, Nash aurait trouvé un puissant anneau issu de la légende arthurienne capable de briser n'importe quelle malédiction. Toutes les communautés magiques de la ville veulent mettre la main dessus. C'est une aubaine pour Tamsin car elle seule peut retracer les derniers pas de son tuteur et cet anneau pourrait permettre de libérer Cabel d'une terrible malédiction dont il souffre depuis toujours. Mais sans magie, elle n'est pas de taille à affronter ses concurrents. Elle accepte alors l'aide d'un autre chasseur de reliques et d'une jeune sorcière. De Boston à Avalon, ils plongent ensemble dans un monde de magie noire et découvrent un secret qui pourrait bien réveiller les fantômes du passé. En vrai, tous les éléments étaient là pour que je kiffe à fond, donc le côté légende arthurienne, des personnages qui sont vraiment intéressants et assez attachants, le petit ennemi Stoolover, l'évolution des personnages, les secrets, les mystères, les trahisons, tout ça. Mais je sais pas, ça a pris une direction que j'attendais pas forcément, mais peut-être c'est de ma faute, j'avais pas bien lu le résumé peut-être. En tout cas c'était sympa, mais voilà, je m'attendais à mieux. Encore une fois c'est de ma faute, j'ai qu'à pas me hyper comme ça toute seule. Il faut dire aussi peut-être que je l'ai lu dans une période où j'étais plus dans le mood romance que fantasy. Et mine de rien ça joue aussi un peu l'ambiance dans laquelle on se trouve à ce moment-là, donc c'était chouette, mais c'est pas mon préféré de l'autrice.
C'est évidemment un premier tome et vous me connaissez maintenant, même si certains points m'ont laissé un petit peu sceptique. J'ai très envie de lire la suite, d'autant plus que la fin, t'as une révélation, t'es en mode pardon. Donc regardez-moi, en bonne pigeonne qui se respecte, ajoutez la suite à ma wishlist et craquer au moment de sa sortie. On adore. Ce mois-ci, je me suis aussi acheté et entre-temps, j'ai lu Les Maudits de Fairywood, qui est le nouveau roman de Amandine Peter. Maintenant, vous connaissez mon amour pour cette autrice, je vous avais fait des vidéos spécialement sur ses romans. Là, on est sur une ambiance un petit peu Dark Academia, dit-elle sans vraiment savoir ce qu'est la Dark Academia. En tout cas, moi, ça m'envoie cette vibe, avec une histoire de fae, évidemment, comme l'indique le nom. En gros, nous sommes à Londres en 1895 et on nous explique que régulièrement, en fait, il y a des sortes d'énigmes qui apparaissent quelque part en ville. Alors ça, c'est tous les 10 ans. Tous les 10 ans, il y a des énigmes qui apparaissent. Si tu résous l'énigme, tu es invité à participer au jeu des maudits. C'est-à-dire que tu es emmené sur une île où il y a les fae restants, les seuls qui existent encore au monde, qui sont enfermés sur cette île. Ils ont été maudits, ils ne peuvent pas quitter cette île. Et en fait, le but des jeux, c'est de résoudre l'énigme et d'arriver à les libérer. Et bien évidemment, si tu réussis, eh bien tu deviens très très riche. Sauf que jusqu'à présent, personne n'a jamais réussi. Et là, on suit, j'ai déjà oublié son prénom, Everly, qui elle n'a qu'une obsession, c'est de gagner les jeux parce que en fait, elle veut libérer son frère qui lui a participé à l'édition d'avant. Et elle ne l'a jamais revu. Donc elle veut comprendre ce qui lui est arrivé, elle veut essayer de libérer les fae pour mettre un terme à tout ça. Je me prends un petit peu trop de liberté là à faire valdinguer mon livre, un jour il va me arriver dans la tête, ou pire il va s'écraser par terre et ça va l'abîmer. Donc ce roman, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai surkiffé. Vous savez maintenant que les histoires de fae c'est pas forcément ma tasse de thé parce que je trouve qu'elles finissent par toutes se ressembler, et bien là ce n'est pas le cas. Là c'est hyper original, c'est très très addictif, c'est vraiment intelligent dans la manière dont c'est mené, dans le côté énigme mais aussi dans les relations des personnages. Dans cette pointe de mystère qui est saupoudrée tout au long du livre. Et là encore, on finit sur The Petite Révélation qui fait que t'as juste une seule envie, c'est d'aller voir Amandine et de lui dire « Il arrive le tome 2 ?» La couverture est hyper belle. Et voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, je suis fan de cette autrice et je crois que celui-ci fait partie de mes préférés parmi tous ceux que j'ai lus d'elle. Ensuite, j'ai lu Behind the Nets, qui est une romance en anglais. C'est bien évidemment une romance ok. Alors pas ok, pas ok genre oui, ok genre les hockeyeurs, le sport quoi. Bref... Vous connaissez maintenant mon obsession pour ce sport, enfin en tout cas dans les livres. Après, entre-temps, je suis quand même allée voir un match en vrai et c'est extrêmement impressionnant. Pas sûre d'avoir tout pigé parfois, mais grosso modo, j'ai compris le principe de base et c'est ouf. En fait, c'est ouf de les voir avancer aussi vite. Et, enfin bref, je suis scotchée et très admirative, mais il faut avouer que dans les livres, il y a aussi un petit côté un peu glamour qui s'ajoute à tout ça, parce qu'ils sont toujours très très beaux dans les livres évidemment. Et même s'ils passent leur temps à s'exploser contre le plexi, ils ont toutes leurs dents, donc ça c'est quand même très très fort. Celui-ci me faisait de l'œil depuis un petit moment, puisque j'avais lu énormément de bien en fait sur cette autrice qui s'appelle Stephanie Archer. Et là c'est le premier tome, ah mes vieilles traces de doigts là. C'est le premier tome d'une série qui s'appelle The Vancouver Storm Series et c'est l'histoire de Jamie qui est un joueur de hockey du coup dans l'équipe de Vancouver qui est très très doué mais qui doit se concentrer en gros sur son sport. Il y a une histoire avec sa maman qui fait qu'il est vraiment concentré sur son jeu, il ne peut pas se permettre de perdre sa place dans l'équipe. Et à côté de ça, on suit Pippa qui elle vient de se faire plaquer par son mec mais comme une grosse merde, qui du coup n'a plus de taf, plus d'endroit où vivre et qui n'arrive plus du tout à chanter et à écrire des chansons alors que c'était sa passion. Par un concours de circonstances que j'ai trouvé un petit peu forcé mais bon, fallait expliquer pourquoi les personnages se rencontraient, ils vont se retrouver en fait à travailler ensemble puisque Pippa va devenir l'assistante de Jamie. Sauf qu'en fait, ils se connaissent parce qu'ils étaient au lycée ensemble, enfin bref, après il y a tout un petit background entre eux. Et puis en fait très vite, ils vont se rendre compte qu'ils sont in love l'un de l'autre, sauf que chacun a ses raisons pour ne pas vouloir céder. Donc c'est de la tension mais comme ça. Très vite, c'est du smut aussi, beaucoup de smut, beaucoup trop de smut. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai pleuré des larmes de sang, mais moi qui n'aime pas particulièrement ça, je vous avoue que là, j'étais en mode « Wouah !» Il y en a beaucoup trop. Et c'est très détaillé, très graphique, et surtout le langage, moi vraiment je n'y ferai pas, hein, les gars, je suis désolée. Des fois il lui dit des trucs, j'ai envie de non mais allez, tais-toi s'il te plaît, parce que là soit je vais rire, soit je vais vomir, c'est au choix. Mais, et c'est là où c'est très très fort, malgré ces scènes de smut incessantes, non en vrai c'est pas qu'il y en a tant que ça, c'est juste que quand il y en a, elles durent super longtemps. Genre au moins 2 chapitres, tu vois. 6 pages de smut, c'est beaucoup trop. Mais bref, malgré ces scènes de smut, j'ai adoré. Parce que je pense que je me suis vraiment attachée aux personnages et j'ai trop aimé la relation entre eux. Alors, scène de smut mise à part, c'est hyper mignon. Ils ont ce côté vraiment, mais fou l'un de l'autre et j'ai trouvé ça beaucoup trop chou. Donc vraiment, j'ai aimé et j'ai vu que le 2e tome sortait en 2024, je sais plus quand. C'est un tome qui est donc sur la sœur de Pippa et sur un autre membre de l'équipe. J'ai trop hâte.
J'ai trop hâte. Et du coup, je me suis aussi renseignée parce que je me dis, si j'aime bien la manière dont l'autrice construit ses relations et ses personnages, je vais aussi kiffer ses autres. Et du coup, bah, je pense que je vais en acheter plein d'autres d'elle. C'est en plus, si je l'ai précisé, mais du coup, c'est un roman en VO, donc pas de traduction prévue pour l'instant. Mais voilà, c'est assez accessible. Hein. Après, scènes de cul, bon bah voilà, c'est des scènes de cul. Et le reste, c'est du contemporain assez classique. Donc si vous avez un niveau même intermédiaire en anglais, je pense que ça passe. Mais vraiment, moi j'ai kiffé. Et enfin, dernier achat que j'ai lu ce mois-ci et vraiment, je crois que c'est un de mes plus gros coups de cœur de ce mois-ci. J'ai tellement aimé ce livre, mais les gars, j'ai tellement aimé. Il s'agit bien évidemment de Check and Mate de Ali Hazelwood. Vous connaissez mon amour pour cette autrice aussi. J'ai lu tous les romans qu'elle a sortis jusqu'à présent. Je les ai tous kiffés. Mais là, c'est pas classé en romance, c'est du young adult. Ce qui fait qu'il n'y a pas de smut. Il y a des allusions, mais c'est pas centré vraiment là-dessus. Et c'est une relation, mais tellement belle. Vraiment, je l'ai fini il y a déjà plusieurs semaines maintenant. J'arrive pas à m'en remettre. J'arrive pas à m'en remettre, je suis totalement accro. C'est l'histoire de Mallory qui était très douée aux échecs, mais qui pour des raisons personnelles et familiales a totalement arrêté et elle décide de ne plus jamais toucher un jeu d'échecs de sa vie. Jusqu'au jour où, un peu par hasard, un peu contrainte et forcée, elle va s'y remettre et va affronter un adversaire pendant un tournoi et elle va totalement le laminer. Et il se trouve que cet adversaire en question, c'est le numéro 1 mondial. Le numéro 1 mondial qui s'appelle donc Nolan Sawyer et qui va être très intrigué par cette fille. En parallèle de ça, du coup, Mallory va être repérée par une sorte d'académie qui forme les joueurs d'échecs. Et en fait, ça va un petit peu la relancer et la forcer à rentrer en contact avec ce monde qu'elle avait dit qu'elle ne fréquenterait plus. Et puis, il y a toute cette histoire de relation du coup entre Mallory et Nolan. Et j'ai pas les mots pour vous dire à quel point j'ai aimé. Alors, petit disclaimer, c'est beaucoup centré du coup sur l'échec. Enfin, les échecs, en l'occurrence le jeu des échecs, même si c'est vrai qu'on parle pas mal d'échecs, enfin bref, c'est autre chose. Donc évidemment, si vous connaissez les échecs, je pense que vous allez encore plus kiffer. Mais moi j'ai jamais joué aux échecs de toute ma vie. Franchement, je sais même plus comment s'appellent les pièces. C'est vraiment un niveau, j'ai culture générale en échecs, nul. Encore une fois, en échec les jeux, parce qu'en échec, j'ai raté des trucs. Là, j'ai une plutôt bonne expérience depuis pas mal d'années maintenant. Là aussi, c'est un autre sujet. Enfin bref, je n'y connais que dalle et pourtant, j'ai surkiffé le livre. Parce que c'est extrêmement bien fait entre des éléments où tu sens que l'autrice s'y connaît et qu'elle a voulu faire ça bien, et en même temps, tu sens qu'elle a pas non plus voulu perdre son lectorat, et c'est suffisamment bien équilibré entre trucs techniques et en même temps pas trop techniques pour que tu sois happé du début à la fin. Et en fait, au final, tu te retrouves juste avec un élément extrêmement original qu'on voit très peu dans les romans, qui apporte un vrai plus à toute cette ambiance en fait. Donc entre cette ambiance, le côté hyper original, les personnages de ouf, la romance incroyable, l'humour, l'esprit, gros coup de cœur. Je crois vraiment que c'est le préféré d'Ali Hazelwood que j'ai lu jusque-là. Et ça me confirme qu'en fait, cette autrice, mais let's go. Vraiment, je me repasse un peu les histoires des autres avant ça, mais pour moi, c'est son meilleur. Voilà, je l'ai dit. C'est encore mieux que The Love Hypothesis ou que Love on the Brain et tous les autres là que j'ai lus. Vraiment, pépite. Voilà, donc ça c'était la petite phase fangirl. Et enfin on passe à mes achats que je n'ai pas encore lus. J'ai bien évidemment craqué pour Murtagh, qui est le nouveau tome d'Eragon, on va dire ça clairement. Il est trop beau, j'ai trop hâte. Ah, c'est marqué édition limitée, j'avais jamais vu, c'est-à-dire, c'est ça l'édition limitée? Ok. C'est encore une fois un beau bébé, et en fait rien que le fait de revoir la mise en page qui est la même que dans Eragon, ça me fait des petits frissons partout. Vous n'êtes pas sans savoir que je suis une grande fan d'Eragon, que j'ai eu la chance de rencontrer Christopher Paolini en 2018, je crois. J'étais allée à Londres avec les éditions Page Turner pour le rencontrer, c'était incroyable. Cette année, je n'ai pas pu le voir à Montreuil puisque au niveau des horaires, ça coïncidait avec mes dédicaces à moi et puis c'était un peu compliqué. Donc je n'avais pas pu le voir, mais j'ai extrêmement hâte de replonger dans cet univers. En particulier avec le personnage de Murtagh que, clairement j'avais un gros crush sur lui quand j'étais jeune. Donc trop hâte de voir ce que ça va donner. Et mon dernier achat, là aussi, c'est totalement impulsif. C'est-à-dire que j'étais dans le magasin, au travail, je rangeais, je l'ai vu, je me suis dit allez, et je l'ai acheté. Enfin non, en fait je sais d'où ça vient, c'est aussi parce que la représentante m'en avait parlé pendant une réunion, elle m'avait dit que c'était vraiment cool, je me suis dit, elle a dit que c'était cool, il est là, je suis là, on y va. Un raisonnement qui peut être très dangereux quand tu es libraire et que du coup tu es entouré de livres tous les jours, tout le temps. Bref, je me suis donc acheté Leçons de chimie de Bonnie Garmus, dont je pense on va commencer à pas mal parler puisqu'il y a une série qui arrive sur Amazon TV, ça s'appelle Lessons in Chemistry, logique, et c'est avec, comment elle s'appelle, Captain Marvel, Brie Larson. De quoi ça parle? Eh bien le résumé dit brillante, point d'interrogation, Elisabeth l'est. Mais dans l'Amérique patriarcale des années 1960, rares sont les hommes qui s'en aperçoivent. À l'institut de chimie où elle travaille, les remarques sexistes fusent à son passage. Quand on ne lui vole pas ses recherches, tout cela renvoie à cette cuisine dont elle n'aurait jamais dû sortir, alors elle y reviendra. D'une manière tout à fait inattendue, elle devient la vedette de télévision d'une émission culinaire très populaire. Son anticonformisme étonne, détonne, secoue les ménagères, reste à trouver la délicate alchimie du bonheur.
Ouais, je sais pas, je trouve que ça a l'air vraiment chouette, donc je suis assez curieuse de découvrir ça et peut-être que à la suite je regarderai la série. Et voilà les amis, nous avons terminé ce haul slash bilan lecture du mois de novembre. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire s'il y a un des livres dont j'ai parlé qui vous tente, si vous en avez lu un et le cas échéant, qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté ou ce que vous avez acheté. Bref, à me faire un petit retour comme d'habitude. Si vous êtes trop timide pour commenter, je vous laisse mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ah bah je sais, des petites pièces d'échecs. Est-ce qu'il y a ça? Bon, si vous ne trouvez pas des pièces d'échecs en emoji, vous pouvez mettre des fléchettes ou quelque chose qui me fera penser au jeu et qui du coup me fera penser à Check and Mate, qui est mon gros coup de cœur de ce mois-ci. Donc allez-y, lâchez-vous, tous les jeux possibles et imaginables en emoji, je vous laisse les mettre en commentaire. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je me répète, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui normalement, si j'arrive à faire ce que je veux, sera à la fois très cool et en même temps pas très bonne pour nos porte-monnaies. Mais en attendant, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker la vidéo comme toujours. Ça me fait trop plaisir quand vous le faites. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous. Bye!